Bonjour à tous et bienvenue. Dans le merveilleux monde des transferts, qui touchera d'ailleurs bientôt à sa fin cet été et heureusement, il y a tant de questions sans réponse. Pourquoi tel joueur est parti? Pourquoi tel joueur ne part pas? Ça, chaque été, chaque hiver, vous avez la même rengaine. Et souvent on se dit, mais ce joueur-là est talentueux, pourquoi il n'a pas trouvé en Ligue 1, etc. Alors, cette vidéo, elle n'a pas pour but de dire ça se passe comme ça et si un joueur ne part pas, c'est pour cette raison. Non. Je vais essayer de vous donner quelques pistes, parfois on n'y pense pas forcément, mais qui vous permettront d'un peu mieux saisir la complexité et aussi les innombrables mystères du marché des transferts. La première chose, c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs de football professionnels. Il y a de plus en plus de clubs dits professionnels, même s'il y en a de plus en plus qui vont en faillite également. Et donc le nombre de joueurs est de plus en plus nombreux. Les effectifs également sont de plus en plus larges, avec notamment les contrats professionnels pour les jeunes, etc. Et d'ailleurs, la plupart des effectifs, on remarque même sur les transferts, c'est des contrats de longue durée, 3, 4, 5 ans. Ce qui est parfois un peu problématique, puisqu'en fait, souvent ces contrats sont mis aussi longs pour des histoires de commission et également pour d'amortissement vis-à-vis du transfert. C'est-à-dire, je vous donne un exemple tout con, vous achetez un joueur 100 millions et vous le faites signer 3 ans de contrat. Dans les comptes, l'amortissement est fait sur les 3 années de contrat, donc c'est-à-dire 33,3 chaque fois. Donc si vous le signez 5 ans, c'est 20 millions par saison. Vous voyez à peu près le genre? Donc en fait, c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des 4 ans de contrat, des 5 ans de contrat. Et dans le même temps aussi, vu que les paiements sont de plus en plus échelonnés, c'est-à-dire qu'un transfert est très rarement payé directement, souvent c'est en plusieurs versements qui peuvent s'étaler sur 3 ou 4 ans, c'est aussi dans cette logique-là. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Mallorca a terminé de payer l'an passé un joueur qu'ils avaient acheté en 2008. Oui, parfois, bon, ça c'était parce qu'il y avait des dettes avec les descentes et tout. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est dans des clubs qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent la plupart, et donc pour, on va dire, amortir ça, c'est sur plus en plus d'années de contrat. Donc, ok, tout va bien, mais les transferts sont de plus en plus difficiles à réaliser en fait. Parce que les clubs sont souvent surchargés, parce que tous ces joueurs avec des gros contrats, ben en fait, tu vas galérer à les faire bouger. Et on peut le voir par exemple en France dans certains clubs. Monaco est un bon exemple, Marseille est un exemple parfait, le PSG aussi peut l'être pour certains joueurs où la soupe est très très bonne, mais il y a plein de clubs comme ça qui n'arrivent pas à se débarrasser de ces joueurs. Je crois que Marseille est l'exemple le plus frappant. Et donc, vu que tu peux pas te débarrasser de tes joueurs et que ta masse salariale est déjà très haute, et ben tu peux pas recruter non plus. Ce qui fait que certains joueurs qui pourraient être accessibles financièrement, et ben ils ne peuvent pas du fait d'une masse salariale déjà surgonflée. La deuxième chose, c'est l'internationalisation de plus en plus globale du football. Alors, suite à l'arrêt Bosman des années 90, on a vu le tournant international du football, l'augmentation des transferts, etc. Mais le football est le sport mondialisé par excellence et c'est de plus en plus le cas. Alors évidemment, on parle sur un niveau business avec cette idée du marché asiatique, de l'Asie du Sud-Est, avec même maintenant l'idée de s'implanter en Malaisie et en Indonésie, vu le pouvoir démographique de ces pays-là. Et je fais le pari que dans quelques années, on va également se retourner vers le Moyen-Orient et voir la zone du Pakistan, qui quand même est un potentiel terrible. C'est un pays qui compte plus de 200 millions d'habitants et le football reste quand même populaire malgré l'hégémonie du cricket là-bas, mais c'est encore un autre débat. Et donc également en tant que joueur, aujourd'hui vous avez des joueurs de partout qui viennent. C'est-à-dire que sur un marché par exemple français où avant le joueur français était prioritaire, aujourd'hui vous voyez que vous avez des joueurs qui viennent d'Afrique, vous avez des joueurs qui viennent d'Amérique du Sud, vous avez même parfois d'autres Européens. Bref, le marché est de plus en plus ouvert à l'international, ce qui fait que c'est de plus en plus compliqué, mettons, pour un joueur français de trouver un club peut-être français. Alors c'est vrai que vous voyez les joueurs s'exporter de plus en plus. Comme je vous dis, même des Anglais aujourd'hui vont un peu à l'étranger. Des Britanniques, ce qui avant c'était quand même très rare, même si vous avez cité certains exemples britanniques, type Ian Rush, mais quand même, c'était vraiment John Andre, enfin il y en avait, mais c'était super rare quand même. Donc, en fait, cette internationalisation globale et également le fait que les clubs vivent au-dessus de leurs moyens, et avec de plus en plus de joueurs, forcément, les transactions sont de plus en plus compliquées. Dans le même temps, il y a le mirage du marché anglais, vous savez, celui où tous les clubs français et autres se disent on va vendre des joueurs très chers en Angleterre, etc. Or, on le voit sur l'étude de la BBC que depuis 5 ans, le nombre de transferts en première ligue, il fait comme ça. Hein. C'est un mirage. Alors oui, si tu arrives à placer un joueur en Angleterre, c'est le jackpot. Mais d'entre ceux que tu espérais placer et la réalité, là tu prends l'exemple de Bordeaux. Bordeaux était persuadé de faire des joueurs. Le 31 janvier dernier, ils avaient refusé une offre de 12 millions de Fulham pour Sabali, peut-être espérant qu'il pouvait trop aimer, etc. Sabali, Anne Massoran ne voit-tu rien venir, il est toujours au club. Donc ça, c'est aussi un autre problème. Maintenant, il y a ce qu'on va appeler le mandat, ce qui est une des raisons pour moi fondamentales de pourquoi des fois des joueurs restent au club. Parce que des fois tu te dis, c'est un dossier de merde. C'est-à-dire, je vous avais expliqué il n'y a pas longtemps qu'aujourd'hui, ce qui domine le monde du football, c'est pas la cellule de recrutement, c'est pas les demandes d'un directeur sportif, etc. C'est l'idée de proposer un joueur, c'est ce concept-là. Et en fait, vous proposez vos joueurs parfois que vous représentez, mais la plupart du temps, c'est des propositions de joueurs qui ne vous appartiennent pas, que vous ne représentez pas. C'est-à-dire, vous connaissez le directeur sportif, ou même vous ne le connaissez pas forcément, vous lui envoyez un message, parce que vous savez, admettons, qu'il est intéressé par un milieu de terrain, je te propose tel profil. Donc comment on fait pour proposer un joueur? Souvent on propose la fiche transfert market, et peut-être on va ajouter une petite vidéo, mais souvent c'est transfert market, on va être très clair.
Et si le mec te dit ah bah ouais ça m'intéresse et tout, ensuite des fois l'agent en question va contacter le véritable agent du joueur, etc. Va réclamer un mandat et tout. Donc ça c'est comment les clubs bossent globalement. Mais si admettons tu es directeur sportif d'un club et tu as 10 agents différents qui te proposent le même joueur, tu vas te dire attends mais qui le représente, etc. Tu vas te poser des questions. Alors que des fois le véritable agent du joueur et même le joueur, ils sont même pas au courant qu'ils ont été proposés par tel ou tel mec. Ce qui fait ensuite une surpopulation d'intermédiaires et ça devient compliqué pour des raisons voilà, de commission, etc. Parce que tout le monde veut sa partie. Il y a beaucoup d'agents aujourd'hui qui fonctionnent comme ça parce qu'ils connaissent un directeur sportif autre, ils te disent ah mais j'ai proposé le profil donc tu mets dessus. Soit tu récupères un mandat club, soit tu vas croquer quelques parties. Ce qui fait que c'est toujours très très compliqué. Et ce qui montre aussi que tous les clubs qui bossent avec une vraie cellule de recrutement, ils séparent tout ça et la marge d'erreur quand même elle réduit bien comme le nombre d'intermédiaires verrou à la fin. Mais ça c'est encore autre chose. Donc en fait le gros problème aussi c'est que vous avez des joueurs et dans leur famille ils vont signer ce qu'on appelle des mandats. Ils vont te signer mettons un mandat pour la Turquie à un agent en disant ouais, ramène-moi une offre de Turquie. Alors le mandat il peut être limité dans le temps, tu peux donner pour 48 heures, une semaine, etc. Il y en a qui signent des mandats de 3 mois, etc. Ce qui te bloque aussi complètement. Ça dépend des zones géographiques. Ça peut être aussi un club. Admettons, je te donne le mandat pour ramener une offre de Galatasaray ou Galatasaray Fenerbahçe ou tout le championnat turc. Ça peut dépendre. C'est assez compliqué le mandat. Mais le problème c'est que quand tu signes plein de mandats des mecs, et après ça va faire le cas de Bakayoko à Chelsea. Bakayoko on l'a signé à Chelsea, quelques mois après ça a toqué à la porte de Marina, donc, la joint de Roman Abramovich, et tout le monde voulait récupérer un billet. Parce que, regarde, on m'a signé tel papier, tatati, tatata. C'est parfois assez compliqué ces histoires de mandat-là, même si aussi il y a des fois un peu le mystère. C'est comme Yvan Lemay qui se retrouve dans le deal de Fernand Mendy parce qu'il avait récupéré le deal, un mandat pour le Real Madrid. Comment il savait ça, etc. C'est une vraie question celle-là d'ailleurs. Et bref, tout ça pour dire quoi? C'est que quand vous êtes un club et que, admettons, moi je suis agent ou je représente mon joueur, ou c'est les gens, mes frères, etc. Je fais signer plein de mandats. Au bout d'un moment, le mec il va dire c'est un dossier de merde. C'est un dossier merdier, on ne sait pas à qui s'adresser, etc. Ça montre le peu de sérieux du joueur. Mais des fois le joueur il n'y peut rien, même l'agent n'y peut rien, parce qu'en fait d'autres mecs derrière sont allés en parler, etc. Parce que souvent ça parle dans le milieu d'intermédiaire. Tu sais qu'il y a une situation favorable, donc tu vas te proposer, etc. Ou admettons tu es agent. Et tu vas aller voir des intermédiaires, tu dis ouais je te signe pas de mandat mais ramène-moi une offre. Mais tu vas quand même, il y a des mecs qui vont parler au nom, ouais t'inquiète frérot, je représente le mec, nanana, ce qu'est un bordel pas possible. D'où l'importance chez les top agents de dire est-ce que tu tiens le joueur? Est-ce que tu tiens la famille? Parce que tu tiens pas la famille, c'est mort. Parce que souvent, tu as aussi des grosses boîtes d'agents. Le Stellar Group, Lian Sports, tant d'autres. Et ils vont faire quoi? Ils vont ramener des billets à la famille. Hop! Et donc ils vont te signer un mandat. Bref, j'avais déjà expliqué, c'est assez compliqué. Donc ça c'est aussi une autre des raisons pourquoi des fois le dossier sent mauvais. Je te prends un exemple, Aymen Benhamed, qui est donc pour moi le meilleur latéral gauche qu'il y avait sur le continent africain l'an passé, sur le peu de matchs avec des champions africaines que j'ai vu, il m'a toujours impressionné, qui a été boycotté de manière scandaleuse par la sélection tunisienne, mais c'est encore autre chose, il a ciré le banc. Il était à l'Espérance Tunis, son contrat se terminait, donc il a refusé de prolonger, et là il a signé au Havre, il y en a qui ne comprennent pas en Tunisie, etc. Alors il y a deux raisons pour lesquelles il ne va pas en Ligue 1 par exemple. C'est que le championnat tunisien a été... baisse en valeur aux yeux des recruteurs européens. On peut le voir avec l'exemple de Srarfi qui est pas un mauvais joueur, mais entre le Srarfi du club africain et ce qu'il fait à Nice, il y a quand même un monde d'écart. Et donc aujourd'hui tu as le championnat algérien par exemple en Afrique qui est en hausse de par l'académie Paradou notamment, qui est représentée d'ailleurs par, on pourrait parler un peu du président de la Fédé, mais aussi des agents de la Grinta, bref, qui représente, etc. Le Paradou a une très bonne réputation, les mecs réussis, Ben Sibani et d'autres, Dawi qui arrive, donc la réputation du championnat algérien commence un peu à monter. Et à l'inverse la Tunisie, tech. Donc, Ben Mohamed, qui est un super joueur, il y avait le papa qui essayait de gérer, mais le papa, il connaît pas forcément. Et donc, le papa, il a commencé à parler à plein de monde, etc. Et au bout d'un moment, tu dis, c'est un dossier de merde, laisse tomber. Sachant qu'en plus, il y a certains clichés liés aux joueurs qui viennent d'Afrique et tout, ou du Maghreb, c'est compliqué pour l'adaptation. Alors que Ben Mohamed est complètement différent, c'est quelqu'un qui a été formé en Irlande notamment, qui a déjà goûté au football européen, qui est très fin techniquement, tactiquement. Alors, il a marqué un but pour sa première avec le Havre, il peut jouer arrière gauche et numéro 8. Donc c'est un joueur, je suis persuadé qu'on va le revoir plus tard dans un meilleur club. Mais de par cette situation-là et une famille qui n'est pas forcément adepte vis-à-vis du foot, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de personnes dans les familles en se disant attends, il y a plein de millions qui tombent, donc nous on va les récupérer. Donc c'est pour ça que souvent quand tu vois des agents, ils vont intégrer un membre de la famille aussi pour entre guillemets tenir le joueur. Parce qu'autrement ça va être compliqué parce que d'autres agents vont promettre des valises et tout. Donc les mecs vont accepter. Sauf que mieux vaut s'associer avec un agent véritable qui a fait un plan de carrière, etc. Un plan de carrière selon les envies du joueur aussi, selon les envies de la famille. Il y en a, c'est l'argent. Donc ok, on va t'appeler un plan sur l'argent. Là, il y en a d'autres, c'est le projet sportif, etc. Après, ça dépend. Parce que tu peux pas t'improviser, tu es père du joueur, tu es frère, etc. Mais au bout d'un moment, être agent, ça s'improvise pas. Il y en a plein qui veulent faire agent, notamment chez les journalistes, qui font un peu les deux d'ailleurs. Mais ça s'improvise pas. Il faut avoir des connaissances juridiques, il faut avoir du background, il faut avoir du réseau, il faut commencer à parler les langues. Il y a plein de choses, c'est un métier. C'est pas un métier facile, on croit que c'est facile d'être agent. Et 70% des agents, ils vivent pas de leur métier, ils doivent travailler à côté. C'est compliqué. Tu dois te créer un réseau dans le temps, etc. Ou autrement, tu peux être un escroc, il n'y a pas de problème. Par exemple, Saint-Maximin qui va à Newcastle,
je peux te dire que Lee Charnel, directeur sportif, j'irai pas trop regarder ses comptes bancaires. Hein. Je te le dis tranquillement. Le mandat club à Newcastle, à chaque fois tu dis, mais attends, mais pourquoi c'est la même personne qui a... Bah Rudy Rabat oh bah mon Rudy, bah t'es dans tous les bons coups Rudy. Hein, on va se poser des questions, tu vois, sur certains trucs à Newcastle. Donc il y a aussi pour ça, des fois, certains joueurs sont transférés, pas d'autres. Hein, je représente pas le joueur, mais le directeur sportif de tel club va s'arranger avec un agent, et bizarrement, ça serait... Tu te poses des questions parfois, attends, et le transfert, il s'est fait. Donc ça, après, c'est les trucs un peu borderline, mais bon, c'est ainsi. Je pense que j'en ai assez dit dans cette vidéo, c'est un peu pour vous montrer quelques pistes de réflexion autour de certains joueurs qui partent pas, comme pourquoi Nabil Fekir n'est pas parti dans un autre club à l'étranger. Parce qu'il y avait toujours le doute vis-à-vis de son santé physique, du genou, du cartilage, etc. Parce que Jean-Pierre Bernès, qui le représentait à l'étranger, c'est un joueur de Bonto, il ne pèse pas du tout. Et qu'après, la famille Fekir a parlé avec 50 000 agents dans le monde entier, ce qui n'a pas forcément aidé. Je pense que le choix du Betis est bon. Le mandat avec Jean-Pierre Bernès, pour la petite anecdote, s'est terminé, je crois, en avril. Donc là, il va y avoir une action judiciaire parce que Jean-Pierre Bernès réclame de l'argent, justement, en disant qu'il a travaillé, etc. Alors c'est vrai qu'il a travaillé sur certains trucs. Quand il appelle Vincent Ponceau, donc le bras droit de Jean-Michel Aulas, pour dire faut prendre Yacine en jeune, alors que Stéphane Roche, le responsable de la formation à Lyon, ne voulait pas, d'avoir utilisé ses relations privilégiées avec Didier Deschamps pour que le joueur soit sélectionné, vous savez. Mais bon, Jean-Pierre Bernès avec Florent Thauvin, c'est Anne Massoran de voiture à venir. Pourquoi? Parce que Florent Thauvin, il a une expérience en Angleterre qui s'est pas très bien passée. Donc sur le marché anglais, forcément, les mecs vont freiner. Parce que quand tu n'apparais qu'une fois en première ligue, c'est aussi une des raisons. Ensuite, les demandes de l'OM, etc. Ils passent peut-être parce que ton agent avec qui tu es, à l'étranger, ne pèse pas aussi. Donc voilà, il y a plein de raisons en fait, il n'y a pas de cas unique, pas de règles. C'est un monde très compliqué qui est toujours en mouvance, il faut toujours faire très attention. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, parce que ça m'aide vraiment, je le redis, c'est dans le but d'indépendance, c'est pour ça. À vous abonner, activer la cloche pour les notifications, voilà, c'est bon, l'indépendance c'est important. Je vous dis à très vite, on se retrouve pour les premières de Coupe d'Europe, et on va notamment parler de Strasbourg, grande Lameno, encore bravo à tous les fans de Strasbourg, cette ambiance, et plein d'autres choses. Allez, je vous dis à bientôt.